Bonsoir, nous sommes le jeudi 11 septembre 2014 et je voudrais vous parler de certains malentendus qui se sont produits au cours de l'histoire, au cours des âges, entre l'astrologie et l'astronomie. Et ces malentendus grèvent sérieusement la démarche même de l'histoire de l'astrologie et la compréhension des relations entre astrologie et astronomie, et finalement l'identité propre à l'astrologie. Excusez du peu. Donc, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, dans cette causerie d'une quinzaine de minutes, c'est une sorte de récapitulation des interactions entre astrologie et astronomie, telles que j'ai pu les reconstituer d'après ma propre méthodologie historique, qui, comme vous le savez, est assez révolutionnaire et ouvre un certain nombre de perspectives inattendues et insoupçonnées. Il faut d'abord parler des emprunts que l'astrologie a contractés, non pas envers l'astronomie, mais envers la mythologie et envers le cycle des saisons. Et quand je dis emprunt, j'entends une forme d'instrumentalisation. Car tout emprunt, quelque part, est de l'ordre de l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on emprunte quelque chose, mais on le sort de son contexte. Et donc, on ne l'utilise pas selon sa vocation première. Par exemple, la lecture de Manilius nous fait comprendre que l'astrologie s'est servie du nom des dieux de l'Olympe sans aucune considération astronomique. Pour une bonne raison, c'est que la plupart de ces dieux n'avaient pas de demeure astronomique à l'époque. C'est une bonne raison. On n'avait pas Neptune, et pourtant Neptune est placé dans les poissons dans l'œuvre de Manilius, qui est un auteur du 1er siècle de notre ère, sous Auguste. Et donc, à quoi servait cette utilisation des dieux, des divinités, parce qu'il y avait dans certaines versions 6 déesses et 6 dieux. C'était une forme de divination, c'était une façon de désigner des états successifs, d'où leur attribution aux signes zodiacaux, et éventuellement au mois de l'année. Et puis, il y a un autre emprunt, justement, qui est lié au premier, c'est justement l'emprunt au cycle saisonnier. Et le cycle saisonnier, ce sont justement, ça a un rapport avec le zodiaque. Le zodiaque, je l'ai montré dans d'autres causeries, d'autres conférences, le zodiaque est une sorte de mémorandum ou memento regroupant un certain nombre d'informations, une sorte de roue comme on en a fait pendant à différentes époques, des roues récapitulatives d'un certain nombre de connaissances, dont le cycle saisonnier, entre autres. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail du zodiaque ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que il s'est constitué un ensemble de secteurs qui comportaient des noms symboliques, plus ou moins en rapport avec les saisons, mais sous des angles très différents les uns des autres. Et je n'insisterai pas sur ce point. Ce qui m'intéresse à présent, c'est de montrer que tous ces emprunts que l'astrologie a contractés envers la mythologie, mais aussi envers donc, le système des saisons, la météorologie, si on veut, eh bien, toutes ces données-là ont été récupérées aussi par l'astronomie, dans un deuxième temps. Donc, la mythologie est passée à l'astrologie, et de l'astrologie,
elle est passée à l'astronomie, par le prisme de l'astrologie. Et de la même façon, le zodiaque, et c'est une information qui est empruntée au cycle des saisons, qui est récupérée par l'astrologie et qui est récupérée à son tour par l'astronomie. Donc tout ça, ça se fait dans une sorte dans 3 temps. Et chaque fois avec des instrumentalisations et chaque fois de façon à peu près déconnectée par rapport à l'étape précédente. Le cas des constellations zodiacales est tout à fait emblématique de cette confusion, puisque il n'a jamais été question pour l'astrologie de se servir des constellations. Alors, ne jouons pas sur les mots. Se servir d'une étoile fixe, ce n'est pas se servir d'une constellation. Même si cette étoile fixe est localisée dans une constellation, ce n'est pas se servir d'une constellation. Donc l'astrologie a tout au plus eu besoin de quelques étoiles fixes pour construire ces systèmes, aussi bien au niveau des 12 maisons astrologiques qu'au niveau des 12 signes zodiacaux. Je simplifie, bien sûr. On ne va pas rentrer dans le détail de s'il y en avait 8, s'il y en avait 12, etc. Donc, en astrologie sidéraliste, par exemple, qu'est-ce qui distingue l'astrologie sidéraliste de l'astrologie tropicaliste? Pas grand-chose. Bien entendu, le point de départ n'est pas le même, mais à partir de ce point de départ, on a une division égale, en tout cas qui obéit à une sorte de structuration égale, qui se greffe par rapport à ce point de départ, et qui fait qu'on retombe sur le point de départ au bout d'un certain nombre de secteurs. Ce qui n'est pas possible avec les constellations qui ne sont pas égales. Donc les constellations sont éliminées. Maintenant, que ces constellations présentent un intérêt pour les astronomes, ça c'est leur problème. Qu'ils aient jugé bon d'utiliser les dominations zodiacales pour qualifier leur constellation, et puis à ce moment-là, il n'était pas question d'en changer, puisque c'est simplement un nom qu'on donne, c'est un nom propre qu'on donne à un ensemble d'étoiles. Bon, ils ont pris ces noms-là, et puis ils s'y tiennent. Et parallèlement, ça n'empêche pas les astrologues d'utiliser le zodiaque tropical s'ils l'entendent pour autre chose. Du moment que, s'ils décident par exemple que le zodiaque est constitué par le point vernal, ben le point vernal, ben, s'il évolue, il évolue. Ça ne change rien au problème. En revanche, si effectivement certains symboles zodiacaux sont liés à certaines saisons, et si au lieu d'être recalculés chaque fois par rapport au point vernal, ils sont articulés de façon définitive sur certaines étoiles, donc si certaines étoiles sont des marqueurs de saison, eh bien malheureusement, effectivement, au bout d'un certain temps, ces étoiles ne marquent plus rien du tout de valable. Ça c'est clair. Et si on laisse passer des milliers d'années, eh bien ces étoiles ne correspondent plus à rien du tout sur le plan des saisons. En revanche, si on s'intéresse aux étoiles en tant qu'étoiles, simplement, c'est-à-dire en tant que marqueur de temps, pas de temps, pas de temps au sens météorologique, mais de temps au sens chronologique, bon, moi, ce qui m'intéresse par exemple aux conjonctions de Saturne avec Aldébaran, Aldébaran, je ne cherche pas à le relier à une saison ou à une autre. Hein. C'est simplement un point, un des 4 points que je vais utiliser avec Régulus, Antares, Fomalo. Concernant les planètes, c'est encore plus simple que cela. Les astronomes ont jugé bon à un moment donné de prendre aux astrologues qui utilisaient un sombre de Dieu pour structurer le cycle par exemple de la Lune, et ils se sont dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser ces noms de Dieu pour nommer les différentes planètes du système solaire? C'est leur problème, c'est totalement leur problème. S'ils ont voulu faire ça, s'ils ont utilisé ces noms de Dieu pour qualifier les planètes, c'est leur problème. Maintenant, le problème, c'est qu'à un autre moment, les astrologues eux-mêmes se sont mis à vouloir emprunter aux astronomes, et alors là, c'est un cercle. À ce moment-là, effectivement, c'est ce qu'on a actuellement.
On a actuellement une sorte de retour de manivelle, et effectivement, dans ce cas, ce sont les astrologues qui empruntent massivement aux astronomes. Alors ça, c'est mon premier point de cette soirée. Le deuxième point, c'est de montrer que le cycle, l'emprunt à des cycles est intéressant. Pour illustrer une problématique cyclique, rien ne vaut que de se servir de cycles que l'on a pu observer. Pourquoi? Parce que, justement, ces cycles, ils correspondent à une réalité, ils nous enseignent comment les choses se développent, évoluent, passent d'un stade à un autre, et donc c'est un enseignement extrêmement précieux. Et on sait très bien qu'on ne passe pas brusquement du jour à la nuit, de l'été à l'hiver. Or, il semble que cet enseignement cyclique-là, les astrologues aient fini par l'oublier totalement. À force de vouloir différencier les maisons les unes par rapport aux autres, les signes zodiacaux les uns par rapport aux autres, au niveau psychologique, au niveau de l'astropsychologie, eh bien, on est arrivé à des cloisonnements et des compartimentages absolument effarants, où on passe comme ça brusquement, et le cas de l'ascendant est encore plus évident, on passe brusquement de tel caractère à tel caractère en l'espace de quelques minutes. Ah, vous êtes Gémeaux, ah non, non, vous êtes né une minute plus tard, ah ben maintenant vous êtes Cancer. Alors il faut être sérieux. André Barbeau a eu l'intuition, à un certain moment de sa carrière, de mettre le zodiaque un petit peu de côté. Hein. Je ne parle pas de son travail de sa collection sur le zodiaque au seuil, qui est un petit peu une activité alimentaire. Je parle de ses travaux de recherche au niveau de l'astrologie mondiale. Il ne parle jamais quasiment du zodiaque. Il a raison, parce que ce n'est pas la question. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'astropsychologie a fait beaucoup de mal à la prévision astrologique. Pourquoi? Parce que, en réalité, le zodiaque, ce n'est jamais qu'un outil, en fin de compte. Par exemple, l'ascendant, il n'y a pas besoin tellement de s'intéresser aux signes ascendants. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il y a un certain degré de l'ascendant, et qu'à partir de ce degré d'ascendant, je vais pouvoir calculer mes 12 maisons. C'est ça qui est important. C'est pas le fait que l'ascendant soit dans tel et tel signe, dans telle et telle constellation. Ça, c'est important pour le calcul, mais il n'y a pas d'enseignement psychologique à tirer du fait que l'ascendant est dans tel et tel signe. C'est simple. Et d'ailleurs, même dans le cas, par exemple, qu'on appelle l'astrologie populaire des maisons solaires, si quelqu'un est né sous tel et tel signe, ce qui est important, c'est que le soleil soit dans tel signe, et qu'à partir de ce point-là, qui va servir en quelque sorte d'ascendant, on puisse calculer les 12 maisons. Et c'est beaucoup plus important que le fait de savoir si ce signe qui est le point de départ est du Bélier ou des Gémeaux. On confond les marqueurs, on confond les vecteurs avec les significateurs. C'est très grave comme erreur. Donc arrêtons de calculer l'ascendant. Parce que l'histoire d'ascendant, il faut calculer l'ascendant, bien sûr, calculer l'ascendant, on peut le faire, mais arrêtons de nous omnubiler sur le signe ascendant. Au niveau psychologique, on s'obnubile pour les calculs au niveau structurel, oui, mais pas au niveau psychologique. Et même pour le soleil, c'est pareil. Ce sont simplement des points de repère. Des points de repère, de même que par exemple quand je dis que Saturne est conjoint à quelle étoile fixe, regarde, je ne tire pas d'information de la nature de l'étoile fixe. J'ai simplement un point de repère, un point de départ, c'est tout. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir notamment au fait que, et moi-même j'ai été victime de cette démarche mentale, dans certains cas, on ne passe pas brusquement d'une période à une autre, d'une phase à une autre. Il faut respecter une structure quaternaire. Solstice, équinoxe, solstice, équinoxe. On n'en sort pas. De même que dans une journée, eh bien, il y a l'aube, le crépuscule, et puis il y a le midi, le minuit. Il y a toujours des états successifs, des états intermédiaires.
Alors, je récapitule le cycle de 7 ans à la lumière d'une cyclicité calquée, je dis bien calquée, en analogie avec les 4 saisons, mais qui n'a pas à être calculée selon les 4 saisons. Puisque moi, je me sers de ce système des 4 saisons à partir d'une conjonction de Saturne avec une étoile fixe. Donc j'en ai rien à faire des 4 saisons en soi, mais je m'en sers au niveau de la philosophie, si vous voulez, des 4 saisons. La philosophie du cycle, sans plus. Sur le même problème, il faut pas prendre les choses hors de leur contexte. Alors, la phase 1, c'est une phase qu'on peut diviser en 2 temps et qui va analogiquement de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps. Donc c'est une période basse, marée basse, en opposition à marée haute. Donc c'est une période de déclin, une période de dépérissement, et quand on arrive en analogie avec le nadir, avec le minuit, avec le solstice d'hiver, là on est au point le plus faible. D'où, par exemple, la naissance de Jésus. Comme on a aujourd'hui la naissance d'un nouveau fils pour la couronne d'Angleterre, le petit-fils de Charles d'Angleterre, le prince de Galles. Et donc à ce moment-là, cette période-là, c'est une période, comme je disais ce matin, une période où la personne, on est attiré on a une forme d'empathie pour les personnes qui ont des malheurs, qui ont des difficultés, qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui sont atteints physiquement, qui sont malades, qui sont difformes, etc. Et voilà, donc il y a une espèce d'empathie qui a atteint son maximum en ce moment-là, qui est au milieu de la phase 1. Donc vous divisez le cycle de 7 ans en 2 et puis en 4, et là vous avez en 4, vous avez phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Donc là on est entre la phase 1 et la phase 2. Alors, au fur et à mesure, alors après qu'on est passé à la phase, qu'on soit sorti de la phase 1, on arrive en phase 2, c'est-à-dire que c'est le passage du solstice d'hiver vers l'équinoxe de printemps sur le plan analogique, hein, et là, la situation reprend un petit peu. Et donc, les gens sont moins, ont une empathie qui va moins loin, enfin qui va moins loin ou qui va plus loin, peu importe. Enfin, je veux dire qu'on n'est plus dans une empathie misérabiliste, on a envie d'encourager les gens. Encourager, c'est un mot qui est très fort à ce niveau-là. Encourager les gens à progresser, à devenir autre chose, à se transformer, etc. À se ressaisir, tout simplement. Donc voilà la démarche de phase 1. On arrive en troisième secteur du cycle de 7 ans. Et bien alors là, on est arrivé en analogie avec l'équinoxe de printemps. Donc là, on sort de la phase inférieure pour passer à la phase supérieure. Donc le printemps, analogiquement le printemps, phase supérieure. Donc là, les personnes sont en train de monter. L'équinoxe, ça correspondait à une sorte de retour à la normale. On ramène les gens à la normale, à la moyenne. On dépasse cette normale, cette norme. Il s'agit de sortir du rang. Il ne s'agit plus de retrouver le peloton, il s'agit de sortir du peloton. Pareil. Et donc là, on vit la phase 3, une phase de montée en puissance, et on arrive à la phase 4. C'est-à-dire on arrive au zénith, on arrive au solstice d'été. Et donc là, progressivement, il y a un renforcement de la puissance. Et donc là, on n'est plus du tout dans l'empathie, on n'est plus en train de plaindre les gens, on est plutôt fasciné non pas par leur faiblesse, mais par leur force. Hein, vous avez déjà parlé de cette question-là. C'est la faiblesse qui crée le lien social en phase 1 et 2 du cycle de 7 ans, et c'est la force qui crée le lien social en phase 3 et 4. Donc les gens les plus faibles, notamment les petits-enfants, le petit Jésus, font consensus en quelque sorte, sont touchants, sont attachants, et
et donc sont un élément de focalisation sociale. Et puis, en phase 3 et 4, eh bien, c'est plutôt le personnage un peu héroïque, surpuissant, omniprésent, qui va fasciner. Et c'est sa force qui fascine, en fait sa faiblesse. Alors, comme je le disais aussi, il y a des gens, il faut être capable de passer d'une phase à l'autre, c'est-à-dire qu'il faut être capable à la fois d'être l'objet d'une certaine pitié, hein, à certains moments, pour que les gens viennent vers vous, pour vous aider, pour vous pousser, pour vous encourager. Et puis, il faut être capable, évidemment, de rayonner lorsqu'on est monté. Le cas de Sarkozy, à mon avis, est emblématique. C'est un peu tôt pour en parler, pour en juger, mais enfin, je veux dire, on voit des gens, moi, à mon avis, le phénomène Sarkozy, à l'heure qu'il est, au mois de septembre 2014, c'est plutôt la faiblesse. Hein. C'est-à-dire on a un sentiment que, bon, ben, il a été un peu abandonné, il a été un peu exclu, il a un peu marginalisé, il faut le réaccueillir, il faut le réconforter, il faut l'encourager, et on va tous être derrière lui, et puis il va monter petit à petit. Voilà. À mon avis, c'est comme ça. Il n'est pas encore attirant par sa force. Il est attirant par une faiblesse qu'on veut transformer en force, qui n'est pas du tout pareil. Le cas de M. Hollande est intéressant aussi. Les attaques qu'il subit le montrent sous un jour assez humiliant et assez privé, si on peut dire. Donc effectivement, alors là aussi, on peut être une sorte d'empathie. Hein. Sauf que son personnage, il le dit lui-même, son personnage n'est pas spécialement sympathique par certains côtés. Il n'a pas envie qu'on le plaigne. Il n'a pas, pas envie qu'on le plaigne. Or, justement, pour vivre en phase 2, puisqu'on est en phase 2 actuellement du cycle de 7 ans, c'est-à-dire de la deuxième phase de la première phase, la deuxième partie de la première phase, bah, il faut quand même être capable d'être plein, hein, d'attirer la sympathie, bon, voilà, il a eu des problèmes, le pauvre, etc. On le plaint, on compatit. Bon. Bon. Si on n'arrive pas à provoquer cet élan de compassion, bah, évidemment, c'est un problème. Mais ça, c'est le nerf de la guerre. La compassion est le nerf de la guerre de la phase de conjonction. Alors, il y en a qui ne peuvent jouer que le rôle, et je ne pense pas que ce soit lié à l'astrologie, il y a leur éducation, etc. Enfin, il y en a qui ne peuvent jouer ou qui ont du mal à jouer d'autres rôles que le rôle dominant. Mais là, c'est un rôle qui ne va pas. Actuellement, M. Hollande n'a pas intérêt à être droit dans ses bottes en disant voilà, moi je sais où je suis, je sais où je vais, etc. Il faut s'il veut capter une certaine sympathie de la part de l'opinion publique, il faut qu'il reconnaisse qu'il a besoin de l'aide de tout le monde, qu'il a besoin, et après tout, effectivement, la meilleure solution, c'est encore la dissolution de l'Assemblée nationale, hein, après tout. En disant voilà, Françaises, Français, voilà, j'ai besoin de votre aide, de votre soutien pour continuer à mener ma politique. Montrez-moi que vous êtes avec moi, donnez-moi cette énergie dont j'ai besoin. Voilà, voilà comment je vois les choses. Donc voilà, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que il faut se dépatouiller, il faut décortiquer toutes ces relations entre mythologie, astrologie, astronomie, saison, etc. et comprendre comment les choses se sont articulées à différents stades, à différents niveaux.